bienvenue à JK raconte une histoire, où des drames de la vie réelle se déroulent. Installez-vous confortablement et savourez le récit d'aujourd'hui. Je suis Marcus Brennan, et voici mon histoire. C'est drôle comme un seul petit détail peut défaire tout ce que l'on pensait savoir de sa vie. Cela a commencé il y a environ 3 mois, quand j'ai remarqué que ma femme, Nicole, agissait différemment. Nous étions mariés depuis 4 ans et nous avions ce que je pensais être une relation solide. Elle travaillait chez Midwest Insurance, au centre-ville de Cleveland, en tant qu'experte en sinistre, et je gérais l'entrepôt de pièces automobiles et la case de ma famille dans l'est de la ville. Nicole a commencé à rentrer plus tard du travail. Pas dramatiquement tard, juste une trentaine de minutes par-ci, 1 heure par-là. Elle expliquait qu'elle avait des papiers à finir ou un client difficile à gérer. C'était plausible. Je lui faisais confiance. Mais ensuite, il y a eu les week-ends. Elle avait soudainement besoin de rendre visite à sa sœur dans l'Iowa, d'assister à une conférence de travail à Columbus, ou d'aider une amie qui traversait une mauvaise passe. Encore une fois, rien d'extravagant, juste assez pour me faire douter. Ce qui était vraiment révélateur, c'était son téléphone. Avant, elle était toujours décontractée avec, le laissant sur le comptoir de la cuisine, ne prenant pas la peine de cacher son écran quand un message arrivait. Maintenant, elle le prenait partout, même à la salle de bain. Quand il sonnait, elle jetait un coup d'œil à l'écran et répondait soit dans une autre pièce, soit le laissait passer sur la messagerie vocale. Je ne suis pas un homme paranoïaque. J'ai passé 3 ans en prison pour un crime que j'ai commis afin de protéger mon père. Et cette expérience m'a appris à lire les gens attentivement. En prison, on apprend vite que ceux qui survivent sont ceux qui prêtent attention aux détails. Les petits changements de comportement, les choses non dites, l'évitement minutieux du contact visuel. Quelque chose n'allait pas avec Nicole, et chaque instinct que j'avais affûté derrière les barreaux me criait de le remarquer. J'ai commencé à prêter plus attention, sans la suivre ni vérifier son téléphone. Je ne suis pas ce genre d'homme, mais j'observais. J'ai remarqué qu'elle avait commencé à porter du parfum au travail, alors qu'avant elle le réservait pour les occasions spéciales. Elle avait acheté de la nouvelle lingerie, mais ne la portait jamais devant moi. Elle rentrait des dîners de travail avec une haleine de vin, mais sans aucun reçu dans son sac à main. Un jeudi soir, je suis rentré plus tôt de la casse. Nous avions terminé l'inventaire en avance, et j'ai pensé la surprendre avec des plats à emporter de son restaurant thaïlandais préféré. Quand je suis entré, elle était au téléphone dans notre chambre. Je l'ai entendue rire, vraiment rire, de la manière dont elle riait avec moi la première année de notre mariage. Moi non plus, je n'en peux plus d'attendre, dit-elle doucement. Plus que 2 jours. Je suis resté dans le couloir, tenant le sac de nourriture, sentant mon estomac se nouer. Elle m'a remarqué quand elle est sortie de la chambre. « Oh, Marcus, tu es rentré tôt. » Qui était au téléphone ? Juste Sarah du travail. On organise une soirée entre filles ce week-end. Sarah, je croyais qu'elle avait déménagé à Columbus. Nicole a cligné des yeux. Non, c'était une autre Sarah. C'est Sarah Mitchell de la comptabilité. Je ne savais pas que tu étais proche de quelqu'un de la comptabilité. Nous ne sommes pas si proches, juste amicales. Elle m'a pris le sac de nourriture des mains. De la nourriture thaïlandaise. Tu es si gentil. Je meurs de faim. Elle est allée à la cuisine comme si rien ne s'était passé. Mais je suis resté là, pensant à ce rire. Ce n'était pas un rire que l'on partage avec une simple collègue de travail. C'était intime. C'était de l'anticipation. Point. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Une nuit, il y a environ 2 mois, je buvais une bière avec l'un de mes meilleurs clients, Tom Richardson. Tom possédait une entreprise de construction et nous achetait régulièrement des pièces de récupération. Des châssis de voitures, des tôles, de l'équipement industriel. C'était quelqu'un de direct, un ancien militaire, le genre de personne qui dit ce qu'elle pense et pense ce qu'elle dit. Nous étions assis dans mon bureau à la casse, examinant une facture, quand il a soudainement levé les yeux vers moi avec une expression étrange. « Eh, Marcus. Ça va sembler bizarre, mais je dois te demander quelque chose. Vas-y, étais-tu à Las Vegas il y a environ 3 semaines ? J'ai posé ma bière. Non. Pourquoi ? Une drôle d'histoire. J'aurais juré Y avoir vu. J'étais au Bellagio pour un congrès. Je me suis approché d'un type qui te ressemblait exactement. Je veux dire, identique.
Même taille, même corpulence. Même visage. Il était dans le casino avec une femme, très intime. Je me suis approché et j'ai dit, Marcus Brennan, vieille fripouille. Qu'est-ce que tu fais à Vegas? Et le type s'est énervé, m'a dit de le laisser tranquille, a dit que je m'étais trompé de personne. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas toi. Mais bon sang, Marcus, la ressemblance était troublante. Ma gorge s'est asséchée. Quand était-ce exactement? Laisse-moi réfléchir. Mi-septembre. Oui, le week-end du 14. Vendredi soir, je crois. Pourquoi? Tu as un sosie qui se promène. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo de Nicole et moi de notre dîner d'anniversaire 2 mois plus tôt. La femme, elle lui ressemblait? Tom a plissé les yeux devant l'écran. Puis son expression a changé. Tu sais, oui, ça aurait pu être elle. Je n'ai pas bien vu. L'éclairage du casino était faible, mais elle avait à peu près la même taille, la même corpulence. Brune, une belle silhouette. Pourquoi? Tout va bien, Marcus? Oui, ça va. J'ai menti. Juste curieux. Peut-être as-tu vu un autre couple? Peut-être. Mais je te dis, ce type te ressemblait exactement. Même structure faciale, même ligne de cheveux, tout. Tu n'as pas un jumeau ou quelque chose comme ça, j'espère? J'ai forcé un rire. En fait, si. Dylan, nous sommes des jumeaux identiques. Les sourcils de Tom se sont levés. Sans blague. Ça l'explique alors. Il est marié? Oui. Eh bien, si c'était lui, il n'agissait pas vraiment comme un homme marié, si tu vois ce que je veux dire. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Après le départ de Tom, je suis resté longtemps assis dans mon bureau, fixant le vide. Mes mains tremblaient. J'avais envie de tout casser, de rentrer chez moi et d'exiger la vérité de Nicole sur le champ. Mais j'avais appris la patience en prison. Me précipiter sans preuve ne ferait que lui donner une chance de brouiller les pistes. De broder une histoire à laquelle je croirais à moitié parce que j'en avais envie. Je devais en avoir le cœur net. Cette nuit-là, je suis rentré et j'ai trouvé Nicole déjà endormie. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu son téléphone vibrer sur la table de chevet. Elle avait oublié de l'emmener avec elle à la salle de bain. Je l'ai pris avec précaution. Son calendrier était ouvert, affichant la semaine du 14 septembre. C'était là, Loa, maison de Linda, marquée du vendredi au dimanche. Mais Tom avait vu quelqu'un qui me ressemblait, qui devait être Dylan, avec une femme qui ressemblait à Nicole à Las Vegas le vendredi 14 septembre. J'ai remis le téléphone exactement à sa place, et je suis resté éveillé le reste de la nuit. Le lendemain matin, après que Nicole soit partie travailler, je me suis connecté à notre compte de carte de crédit commun, celui que nous utilisions pour les dépenses ménagères et qu'elle utilisait parfois pour les voyages. Effectivement, il y avait un prélèvement de United Airlines daté du 13 septembre. Un aller-retour pour des mois achetés avec notre carte commune. J'avais payé ce billet sans même poser de questions quand elle avait dit qu'elle devait rendre visite à Linda de toute urgence, mais elle n'était jamais allée à Des Moines. J'ai appelé la sœur de Nicole. Salut, Linda. C'est Marcus. Comment vas-tu? Oh, salut, Marcus. Je vais bien. Comment va Nicole? Elle va bien. Écoute, j'essaie de me souvenir de quelque chose. Quand est-ce que Nicole t'a rendu visite pour la dernière fois? Je suis en train de trier nos relevés de carte de crédit et je confonds les dates. Il y a eu une pause. Marcus, Nicole ne m'a pas rendu visite depuis Noël dernier. Est-ce que quelque chose ne va pas? Mes soupçons se sont transformés en certitude à ce moment précis. Non, non. Je dois mélanger mes dates. Désolé de te déranger, Linda. Tu es sûre que tout va bien? Oui, ça va. Merci, Linda. J'ai raccroché et me suis assis dans mon pick-up, dans l'allée, fixant notre maison. La maison que j'avais achetée avec l'argent de la casse. La maison où ma femme me mentait depuis Dieu sait combien de temps. Elle était allée à Las Vegas. Elle avait menti sur sa visite à sa sœur. Elle avait utilisé notre carte de crédit commune pour acheter un billet d'avion, mais avait d'une manière ou d'une autre fini à Vegas au lieu de l'Iowa, et mon frère jumeau Dylan devait y être mêlé. Dylan et moi étions des jumeaux identiques, mais c'est là que les similitudes s'arrêtaient.
Nous avions grandi ensemble dans le même quartier, étions allés aux mêmes écoles, avions joué dans la même équipe de petite ligue, mais depuis notre enfance, nous étions des personnes différentes. J'étais le sérieux, le responsable. J'aimais démonter les choses et les remonter. Des vélos, des tondeuses, tout ce qui était mécanique. Je passais des heures dans la case de papa, apprenant comment fonctionnaient les moteurs, comment souder, comment réparer des choses que la plupart des gens jetteraient. Dylan était le charmeur. Il savait se faufiler partout ou se sortir de tout par la parole. Il était populaire à l'école, sortait avec les plus jolies filles, avait toujours une histoire ou une blague qui faisait rire les gens. Maman disait que Dylan aurait pu vendre de la glace à un Esquimau. Notre mère est morte d'un cancer quand nous avions 18 ans. Je me souviens être assis à l'hôpital avec papa, tenant la main de maman pendant qu'elle s'éteignait. Dylan est arrivé 2 heures en retard parce qu'il avait été à une fête et avait perdu la notion du temps. Même à ses funérailles, il passait plus de temps à papoter avec des parents éloignés qu'à faire son deuil. Après le lycée, nous avons pris des chemins différents. Dylan voulait aller à l'université, voulait devenir vendeur. Il avait de grands rêves, belles voitures, appartements chics, femmes magnifiques. Papa a aidé à payer ses frais de scolarité. Même si Dylan réussissait à peine la plupart de ses cours, il était trop occupé à faire la fête pour étudier. Je suis resté H. Je n'avais pas besoin d'aller à l'université pour apprendre ce que je voulais faire. L'entreprise de récupération de papa a été mon éducation. Nous avons travaillé côte à côte pendant des années, transformant cette petite casse en un entrepôt de pièces automobiles légitimes, avec un parc de caravanes en annexe. Papa était fier de ce que nous avions bâti ensemble. Au moment où Dylan a obtenu son diplôme, il multipliait déjà les conquêtes féminines comme si elles étaient jetables. Il sortait avec quelqu'un pendant quelques mois, la couvrait d'attention et de compliments, obtenait ce qu'il voulait, puis passait à autre chose. Il avait un modus operandi. Il cherchait des femmes riches, des divorcées, des veuves, des femmes d'affaires prospères, les charmait, les laissait payer les dîners, les voyages et les cadeaux, puis disparaissait dès qu'elle commençait à parler d'engagement. Son travail l'aidait. Il est devenu représentant commercial régional pour une entreprise de fenêtres et de systèmes de visée, ce qui signifiait qu'il voyageait constamment et avait un petit bureau à Youngstown où il déposait ses rapports et rencontrait son superviseur régional toutes les 2 semaines. Pittsburgh une semaine, Columbus la suivante, parfois jusqu'à Philadelphie ou Cincinnati. Il disait aux femmes qu'il était directeur régional pour que ça paraisse plus impressionnant, et elle gobait ça. Je me suis marié jeune, à 23 ans, avec une femme nommée Melissa. Nous avons eu 2 enfants ensemble. La vie était belle pendant un certain temps. Nous vivions dans la maison avec papa jusqu'à ce qu'il insiste pour déménager dans une des caravanes afin que nous puissions avoir de l'intimité. Puis un jour, j'ai surpris Dylan en train de draguer Melissa lors d'un barbecue familial. Je l'ai attrapé par la chemise et lui ai dit que s'il s'approchait d'elle à nouveau, je lui briserais la mâchoire. Melissa a juré que rien ne s'était passé, et je l'ai cru, mais je n'ai plus jamais fait confiance à Dylan en sa présence après cela. Des années ont passé. Papa est tombé malade, a eu un AVC, et a eu besoin de soins constants. J'ai appelé Dylan et lui ai demandé s'il voulait rentrer et aider avec l'entreprise. Il s'est moqué de moi. Je ne vais pas gâcher ma vie dans une casse, Marcus. C'est ton truc, pas le mien. Peu après, les choses ont mal tourné pour moi. Un homme est venu à la casse avec plusieurs voitures qu'il voulait vendre. Papa lui a fait une offre sous le manteau, en espèces, sans paperasse, le genre d'accord qu'il avait conclu 100 fois pour éviter des impôts supplémentaires. Le problème, c'est que les voitures étaient volées. Papa n'avait pas vérifié les numéros d'identification du véhicule, NIV, comme il aurait dû le faire. Lorsque les flics sont arrivés avec un mandat de perquisition 3 jours plus tard, ils ont trouvé les voitures. Ils allaient arrêter papa pour recel de biens volés, un crime passible de jusqu'à 5 ans de prison. Papa avait 72 ans. Il avait un cœur fragile. Il n'aurait jamais survécu à la prison. Alors, je me suis dénoncé. Monsieur, ai-je dit au détective en charge, mon père ne savait pas que ces voitures étaient volées. C'est moi qui les ai acceptées. J'allais m'occuper de l'immatriculation. C'est de ma faute. Le détective m'a regardé comme si j'étais fou. Monsieur Brennan. Vous comprenez que vous avouez un crime. Je comprends. Mon père n'avait rien à voir avec ça. Ils m'ont arrêté cet après-midi-là. Papa pleurait, disant qu'il dirait la vérité, qu'il ne me laisserait pas aller en prison pour lui, mais j'avais déjà avoué.
L'affaire était classée. J'ai plaidé coupable. Le juge m'a donné 5 ans. Mélissa m'a quitté 2 mois plus tard, disant qu'elle ne voulait pas être mariée à un repris de justice. Elle a demandé le divorce, a pris les enfants et a épousé un agent d'assurance 6 mois plus tard. J'étais dévasté de perdre mes enfants, mais j'ai signé les papiers. Quel choix avais-je? En paix. Raison, j'ai rencontré Ray Kowalski et Vince Moretti. Tous deux étaient incarcérés pour agression et voies de fait. Chacun d'eux avait surpris sa femme en train de le tromper et avait battu les amants suffisamment fort pour les envoyer à l'hôpital. Ils auraient pu être inculpés de tentative de meurtre, mais ils ont accepté des accords de plaidoyer. Nous sommes devenus amis. Nous nous protégions mutuellement. La prison est un endroit brutal, mais avoir des gens en qui on a confiance la rend supportable. Je leur ai dit que quand je sortirais, je les aiderais, et je le pensais vraiment. J'ai purgé 3 ans avant d'être libéré plus tôt pour bonne conduite. Papa m'attendait aux portes de la prison, des larmes coulant sur son visage. Il m'a serré si fort que j'ai cru qu'il allait me briser une côte. Je suis tellement désolé, répétait-il. Je suis tellement désolé. Ne le sois pas, papa. Tu aurais fait la même chose pour moi. Et je savais qu'il l'aurait fait. Quand Ray et Vince ont demandé leur libération conditionnelle 1 an plus tard, papa et moi avons témoigné à leurs audiences. Nous avons dit à la commission des libérations conditionnelles que des emplois les attendaient, que nous les aiderions à trouver des caravanes pour vivre. Ils ont été approuvés. Ils travaillent pour moi depuis lors. Des hommes loyaux, travailleurs et honnêtes qui feraient n'importe quoi pour moi, et je ferais n'importe quoi pour eux. Il y a environ 6 ans, Dylan m'a appelé à l'improviste. Et, Marcus, devine quoi? Je me marie. Félicitations. Qui est l'heureuse élue? Elle s'appelle Vanessa Sterling. Elle possède une agence immobilière à Cleveland. Elle est incroyable, Marcus. Intelligente, brillante, belle. Je crois que j'ai enfin trouvé la bonne. J'étais sceptique, mais je suis allé au mariage et c'est là que j'ai rencontré Vanessa. Elle était tout ce que Dylan avait dit. Belle, intelligente, sophistiquée. Elle avait cette chaleur en elle, cette gentillesse authentique qui vous donnait l'impression de la connaître depuis des années. Pendant la réception, nous avons parlé pendant près d'1 heure d'affaires, de Cleveland, de la vie. Elle m'a parlé de son défunt mari, de la façon dont elle avait bâti son entreprise immobilière à partir de rien. Dylan a de la chance, lui ai-je dit. J'espère qu'il te traitera bien. Je pense que oui, a-t-elle dit avec un sourire. Il semble différent des hommes que j'ai fréquentés auparavant. Plus posé. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que Dylan n'avait jamais été posé un seul jour de sa vie. Lors de cette même réception, j'ai rencontré Nicole. C'était une amie d'université de Vanessa, récemment divorcée pour la 2e fois. C'était une magnifique brune, athlétique, avec des yeux verts perçants. Le courant est passé immédiatement entre nous. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois. Elle était intelligente, ambitieuse, indépendante. Elle avait constitué une belle épargne grâce à ses règlements de divorce et était économe. Quand je l'ai demandé en mariage, elle a demandé un contrat de mariage. J'ai été échaudé 2 fois, a-t-elle dit. J'ai besoin de protéger ce que j'ai. Je comprends. Je veux la même chose. Nous avons chacun gardé nos entreprises et nos biens prénuptiaux séparés. Tout ce qui serait gagné pendant le mariage serait partagé. Cela a semblé juste pendant 4 ans. Les choses allaient bien. Nicole travaillait dur à son travail. J'ai agrandi la casse. Nous dînions occasionnellement avec Vanessa et Dylan des doubles rendez-vous, des fêtes de fin d'année, un voyage occasionnel le week-end. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses. Vanessa semblait fatiguée quand nous les voyions. Elle souriait et riait, mais il y avait quelque chose de creux là-dedans. Dylan était toujours charmant, toujours à raconter des histoires. Mais je le surprenais à consulter son téléphone constamment, à disparaître pour des appels professionnels, et maintenant, assis dans ma camionnette après avoir parlé à la sœur de Nicole. J'ai réalisé ce qui s'était passé. Dylan trompait Vanessa, probablement depuis des années, et maintenant il couchait avec ma femme. Je n'ai pas confronté Nicole ce jour-là. Dieu sait que je voulais. Je voulais entrer dans son bureau, lui jeter les preuves au visage et la regarder chercher désespérément des excuses. Mais cela aurait été stupide. Si je la confrontais sans preuve solide, elle nierait tout. Elle dirait que Tom s'était trompé,
que Linda était confuse, que j'étais paranoïaque. Elle pleurerait probablement, m'accuserait de ne pas lui faire confiance, et peut-être même inverserait la situation pour me faire sentir coupable de douter d'elle. J'avais déjà vu ça en prison. Des gars dont les femmes ou les petites amies les trompaient, mais qui refusaient de le croire jusqu'à ce qu'ils voient des preuves indéniables. Plus ils attendaient, pire c'était. Plus de mensonges, plus de manipulation ment. J'avais besoin de preuves, de vraies preuves irréfutables. Ce soir-là, j'ai appelé Ray et Vince et leur ai demandé de me retrouver dans un bar en dehors de la ville, un endroit tranquille où nous ne croiserions personne que nous connaissions. Ils sont arrivés 20 minutes plus tard, tous deux l'air préoccupés. « Qu'est-ce qui se passe, patron ?» demanda Ray alors qu'il s'installait dans la banquette en face de moi. J'ai commandé une tournée de bière, attendu que la serveuse parte, puis je me suis penché en avant. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. C'est personnel. Nomme-le, dit Vince sans hésitation. Je pense que Nicole me trompe avec mon frère. Ils sont restés immobiles tous les deux. Dylan, demanda Ray. Ton jumeau? Oui. À quel point es-tu sûr? Demanda Vince. Je leur ai tout raconté. L'histoire de Tom à propos de Vegas. Le billet d'avion supposément pour l'Iowa. C'était en fait un mensonge. Linda confirmant que Nicole ne l'avait pas visité. Je leur ai parlé des changements de comportement de Nicole, des nuits tardives, du secret. J'ai besoin de preuves, ai-je terminé. Je dois savoir exactement ce qui se passe, depuis combien de temps, et ce que Dylan fait à Vanessa en même temps. Qu'est-ce que tu as besoin de nous? Demanda Ray. Je vais engager un détective privé, un type que je connais, un ancien flic, mais j'ai besoin de votre aide pour coordonner les choses. Et le moment venu, j'aurai peut-être besoin de vous pour être au bon endroit au bon moment afin de vérifier ce qu'il trouvera. On est partant, dit Vince immédiatement. Tout ce dont tu as besoin, Marcus. Tu nous as donné une seconde chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Nous te devons tout. Vous ne me devez rien, dis-je. Mais j'apprécie. Ray leva sa bière en l'honneur de la vérité. Nous avons entrechoqué nos verres. Le lendemain, j'ai rencontré Mike Shinn dans un restaurant du quartier ouest de Cleveland. Mike était un ancien détective du département de police de Cleveland qui avait pris sa retraite anticipée après qu'un incident de tir l'ait laissé souffrir de SSPT. Il avait été blanchi de tout acte répréhensible. Il ne supportait plus d'être flic. Alors, il était devenu détective privé. Je l'avais déjà engagé une fois pour retrouver un type qui avait arnaqué la casse. Mike était minutieux, discret et cher, mais il en valait la peine. Marcus Brennan, dit Mike alors que je m'installais dans la banquette. Ça faisait un bail. Que puis-je faire pour vous? Je glissai une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient $7500 en espèces. J'ai besoin d'une surveillance de ma femme. Surveillance complète, photos, vidéos, suivi de localisation. Je veux savoir où elle va, qui elle rencontre, tout. Et j'ai besoin que vous examiniez les finances de mon frère. Voyez s'il y a quelque chose de suspect. Mike n'ouvrit pas l'enveloppe tout de suite. C'est la moitié d'avance. Oui. Encore $7500 quand vous livrerez les résultats. Cela pourrait être plus, selon le temps que cela prendra et ce que vous trouverez. Affaire de conjoint infidèle. Je crois, mais c'est plus compliqué que ça. J'expliquais la situation, le voyage à Vegas, les mensonges, l'historique de Dylan avec les femmes. Je lui dis que je soupçonnais Dylan de profiter financièrement de Vanessa, d'après certaines choses qu'elle avait mentionnées en passant concernant des difficultés financières. Alors, vous voulez la confirmation de l'affaire et des preuves de toute irrégularité financière, demanda Mike. Exactement. Photos, vidéos, registres d'hôtel, habitudes de dépenses, tout ce que vous pouvez obtenir légalement. J'ai besoin de suffisamment de preuves pour qu'il n'y ait aucune place au doute ou aux excuses. Ce n'est pas bon marché. $15 000 pourraient ne pas suffire si ça dure des semaines. Je ne me soucie pas du coût. Je me soucie de la vérité. Facturez-moi ce qu'il faudra. Mike m'étudia un instant. La plupart des gars qui viennent me voir espèrent que je prouverai la fidélité de leur femme. Vous semblez plutôt sûr qu'elle ne l'est pas. J'ai de solides raisons de le suspecter. J'ai juste besoin d'une confirmation pour pouvoir agir. D'accord.
J'aurai besoin de noms, d'adresses, d'horaires de travail, d'informations sur les véhicules, l'habituel. Et vous devez rester complètement en dehors de ça. S'ils vous voient les suivre ou poser des questions, ils s'affoleront et brouilleront les pistes. Compris. Je prévois un voyage de pêche dans 2 semaines. 3 jours sur le lac Erie avec mes potes. Nicole pensera que je suis complètement hors de portée. Pas de téléphone portable. Aucun moyen de me contacter. C'est intelligent. Les gens ont tendance à devenir imprudents quand ils pensent que personne ne les regarde. C'est ce sur quoi je compte. Mike sortit un petit carnet. Très bien, commençons par les informations de base. Le nom complet de votre femme, où elle travaille, ce qu'elle conduit. Nous passâmes l'heure suivante à examiner les détails. Au moment où je quittais le restaurant, Mike avait tout ce dont il avait besoin pour commencer la surveillance. Mike commença à suivre Nicole le lendemain. Pendant la première semaine, il ne trouva pas grand-chose. Elle allait au travail, rentrait à la maison, faisait des courses chez Target et à l'épicerie, des choses normales. Mais il remarqua qu'elle envoyait des SMS constamment tout au long de la journée, gardant toujours son téléphone face contre terre sur son bureau au travail, s'éloignant en tapant des messages. Elle cache quelque chose. Mike me dit au téléphone. Ce comportement avec le téléphone est classique. Elle parle à quelqu'un qu'elle ne veut pas que quiconque voie. Puis, le 8e jour, elle prit une longue pause déjeuner. Mike la suivit jusqu'à un café du centre-ville appelé The Grain sur Euclid Avenue où elle rencontra un homme. Mike prit des photos depuis l'autre côté de la rue à travers la fenêtre. Il m'appela ce soir-là. J'ai quelque chose. Votre femme a rencontré un homme aujourd'hui au The Grain sur Euclid Avenue. Ils avaient l'air très amicaux. Beaucoup de contacts physiques, ils se tenaient la main par-dessus la table, se penchaient l'un vers l'autre. Voulez-vous que je vous envoie les photos? Mon cœur battait fort. C'est mon frère? Je ne sais pas à quoi ressemble votre frère. Envoyez-moi une photo. J'envoyai à Mike une photo de Dylan provenant de la page Facebook de Vanessa. Dylan en costume lors d'un événement professionnel. 5 minutes plus tard, mon téléphone sonna. C'est lui, dit Mike. Aucun doute. Le même gars à 100%. Mes mains tremblaient. Qu'avez-vous vu d'autre? Ils sont restés ensemble environ 90 minutes. Beaucoup de rires, beaucoup de contacts physiques. À un moment donné, elle l'a embrassé, pas une bise amicale sur la joue. Un vrai baiser sur les lèvres qui a duré plusieurs secondes. J'ai aussi des photos de cela. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Une partie de moi avait espéré que Mike se soit trompé, qu'il y ait une autre explication. Mais maintenant, je savais avec certitude. D'accord, continuez de surveiller. J'ai besoin de plus. Marcus, je suis désolé. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Au moins, maintenant je sais avec certitude. Plus de doute. Plus de questions. Maintenant, je peux agir. Au cours de la semaine suivante, Mike documenta 3 autres rencontres entre Nicole et Dylan, dans des cafés, des restaurants, et une fois dans un parc près du lac où ils s'assirent sur un banc et parlèrent pendant plus d'1 heure, se tenant la main tout le temps. Mais la découverte la plus importante de Mike survint lorsqu'il suivit Dylan un après-midi jusqu'à une bijouterie à Youngstown. Votre frère vient de dépenser $2000 pour un collier. Mike me dit, payé en espèces. Le bijoutier a dit que c'était de l'or blanc avec des diamants. D'où Dylan tire-t-il ce genre d'argent liquide? Son travail de vendeur paie correctement, mais pas au point de dépenser $2000 pour des bijoux sans sourciller. C'est ce que je me demande. J'ai fait quelques recherches. Rien d'illégal, juste des registres publics, des habitudes sur les réseaux sociaux. Je peux observer. Votre frère a voyagé beaucoup plus que ce que son travail n'exigerait, hôtel dans différentes villes, restaurants chers, voitures de location alors qu'il a déjà une voiture. Quelqu'un finance ce style de vie et ce n'est pas son salaire. Vanessa, dis-je doucement. Il doit dépenser son argent à elle. Vous pensez qu'il la vole? Je pense que c'est possible. Dylan a toujours été doué pour manipuler les gens, surtout les femmes. Pouvez-vous en savoir plus? Pas sans enfreindre les lois. Les relevés bancaires sont protégés par la réglementation fédérale. Même avec une assignation à comparaître, je ne pourrais pas les obtenir en tant que détective privé.
Mais si Vanessa soupçonnait quelque chose et l'examinait elle-même, je pourrais l'aider à documenter ce qu'elle trouverait. Je lui parlerai, mais pas encore. D'abord, j'ai besoin d'une preuve absolument irréfutable de l'affaire. Une fois que je l'aurai, alors nous pourrons aborder la situation financière. Intelligent. Montez d'abord le dossier complet. 3 jours plus tard, Mike appela avec sa plus grande découverte à ce jour. Votre femme vient de s'enregistrer dans un motel à Youngstown. Mike dit, le Lakeside, chambre 212. J'ai parlé au réceptionniste, lui ai montré la photo de Nicole et lui ai glissé $50. Il dit qu'elle est une habituée. Elle réserve la même chambre presque tous les vendredis après-midi depuis quelques mois. Dylan est-il là? Sa voiture vient d'entrer sur le parking. L'Audi argenté, la plaque d'immatriculation correspond à son immatriculation. Il marche vers le bâtiment maintenant. Prenez des photos, tout ce que vous pouvez. J'ai besoin d'horodatage, 2. Visage clair, 2 ensemble. Aucune ambiguïté. C'est compris. Je suis positionné de l'autre côté de la rue avec un téléobjectif. Ils ne me verront pas. Pendant les 2 heures suivantes, je restais assis dans mon bureau à la casse, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Mon téléphone vibra à plusieurs reprises tandis que Mike envoyait des photos. Nicole s'enregistrant à la réception, signant le registre. Dylan arrivant 20 minutes plus tard, regardant autour du parking avant de se diriger à l'intérieur. Tous deux marchant dans le couloir extérieur jusqu'à la chambre 212. Le bras de Dylan autour de la taille de Nicole alors qu'ils entraient dans la chambre. Et puis, environ 1 heure plus tard, une photo à travers un interstice des rideaux. Nicole et Dylan s'embrassant, lui embrassant le cou. Je restais assis à fixer mon écran d'ordinateur, regardant les photos. Ma femme, mon frère, ensemble dans une chambre de motel bon marché. Ri entra dans mon bureau. Patron, ça va? Vous avez l'air. Il s'arrêta quand il vit les photos sur mon écran. Jésus, marmonna Ri. Je suis tellement désolé, Marcus. Ne le soyez pas. Au moins maintenant je sais avec certitude. Plus de questions, plus de doutes. Maintenant, je peux agir. Que allez-vous faire? Je fermai l'ordinateur portable. Je vais m'assurer qu'ils perdent tout tous les deux. Mais je vais le faire intelligemment. Pas de confrontation, pas de violence, rien qui puisse se retourner contre moi. Je vais utiliser la loi, utiliser la vérité et m'assurer qu'ils subissent de réelles conséquences pour ce qu'ils ont fait. Tout ce dont vous avez besoin, nous sommes là. Je sais. Et je vais avoir besoin de votre aide. Le matin où je partis pour le lac Erie, Nicole m'embrassa à la porte. Sa performance était impeccable. Tu es sûr que ça ira sans ton téléphone, demanda-t-elle, souriant ce sourire que je pensais autrefois sincère. Ça ira. Ce n'est que 3 jours, Ray. Vince et moi avons besoin de ça. Ça a été une année folle à la casse. Je sais. Amuse-toi bien. Pêche un gros poisson pour moi. Je le ferai. Je chargeai mon équipement dans le camion de Vince. Ri était déjà à l'intérieur et nous nous dirigeâmes vers le nord en direction de Saint-Dusky. Nous avions loué une cabane au bord du lac pour 4 jours et mon bateau était amarré à la marina, nous attendant. Mais la pêche n'était pas la seule chose à mon programme. Ri était le seul d'entre nous à avoir apporté un téléphone portable spécifiquement à cette fin. Mike connaissait le numéro et appellerait avec des mises à jour. Nous arrivâmes à la cabane vers midi, déchargeâmes notre équipement et sortîmes même le bateau pendant quelques heures. C'était bon d'être sur l'eau, loin de Cleveland, loin des mensonges. Pendant quelques heures, je pouvais presque oublier Nicole et Dylan. Presque. Mike appela le téléphone de Ri ce soir-là pendant que nous faisions des grillades de hamburgers devant la cabane. Elle vient de s'enregistrer au motel à Youngstown. Mike dit quand je pris le téléphone. Même endroit, chambre 212. Dylan est arrivé environ 20 minutes après elle. Que font-ils maintenant? À votre avis? Ils sont allés directement dans la chambre et n'en sont pas sortis. J'ai des photos des 2 arrivées, des horodatages, tout. Parfait. Continue de surveiller. Tiens-moi au courant si quoi que ce soit change. On fera ça. Oh, et Marcus. J'ai suivi Dylan plus tôt aujourd'hui avant qu'il n'aille au motel. Il s'est arrêté à une banque à Youngstown, la Chase Bank sur Market Street. Il a retiré de l'argent au distributeur.
Ce n'est peut-être rien, mais j'ai pensé que tu voudrais le savoir. Bonne prise. Garde une trace de tout ce qui est financier. J'ai raccroché et j'ai regardé Ri et Vince. Tous les deux avaient l'air en colère pour moi. Je suis désolé que ça arrive, Marcus. Vince a dit, tu ne mérites pas ça. Personne ne le mérite, mais c'est comme ça. Au moins, je le découvre maintenant plutôt que dans des années. Nous avons passé la soirée à boire de la bière et à jouer aux cartes. Mais mon esprit était ailleurs. Je n'arrêtais pas d'imaginer Nicole et Dylan ensemble, riant de la facilité avec laquelle ils m'avaient dupé, de la stupidité que j'avais eue de ne pas le remarquer plus tôt. Mais je n'étais pas stupide. J'étais prudent. J'étais patient. Et quand tout cela serait terminé, ils regretteraient tous les deux de m'avoir défié. Le lendemain matin, Mike a rappelé. Ils se sont fait livrer le petit déjeuner dans la chambre. J'ai des photos à travers la fenêtre. Les rideaux étaient grands ouverts. Ils n'essaient même pas d'être discrets. Bien. Plus ils sont négligents, plus ce sera facile. Il y a autre chose. Après le petit déjeuner, Dylan est parti pendant environ 1 heure. Je l'ai suivi. Il est allé à une bijouterie à Youngstown. La même qu'avant. Cette fois, il a acheté des boucles d'oreilles, a dépensé encore $1500, et a payé en espèces à nouveau. C'est beaucoup d'argent liquide pour un gars. Est-ce qu'il travaille à la commission? C'est ce que je pense. Je vais commencer à documenter chaque fois qu'il fait un retrait ou un achat en espèces. Construire un profil financier. Fais-le. Je veux tout savoir. Pendant les 2 jours suivants, Mike a envoyé un flux constant de photos et de mises à jour. Nicole et Dylan dînant dans un restaurant italien, se tenant la main par-dessus la table, se promenant dans un parc à Youngstown, s'embrassant dans la voiture de Dylan dans un parking isolé. Mais la photo la plus compromettante est arrivée le dernier jour que nous avons passé au chalet. Mike avait réussi à soudoyer une femme de ménage du motel pour qu'elle le laisse prendre une photo par la porte pendant qu'elle nettoyait la chambre adjacente. La photo montrait Nicole et Dylan dans la chambre d'hôtel, tous deux clairement visibles, clairement ensemble, clairement à l'aise d'une manière qui ne vient qu'après des mois de familiarité. Ça dure depuis longtemps, ai-je dit, en regardant les photos sur l'ordinateur portable de Ray. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ils font ça depuis des mois, peut-être plus. Quelle est ta prochaine étape? A demandé Vince. Je dois parler à Vanessa. Elle mérite de savoir ce que Dylan a fait. Et je dois découvrir s'il l'a volé, comme je le soupçonne. Quand? Dès que nous serons de retour lundi matin, je l'appellerai et organiserai un rendez-vous. Plus d'attente. Il est temps de tout mettre en lumière. Nous sommes rentrés de la partie de pêche dimanche soir. Je suis entré dans la maison et j'ai trouvé Nicole en train de préparer le dîner, agissant comme si elle avait passé un week-end tranquille à la maison. Comment s'est passé le voyage? A-t-elle demandé, m'embrassant sur la joue. L'hypocrisie de la situation. Ses lèvres sur ma joue, quelques jours seulement après qu'elle ait embrassé mon frère. Cela m'a écœuré, mais j'ai gardé un visage neutre. Super. On a attrapé de beaux cendres. Ri et Vince te saluent. C'est merveilleux. Je prépare un rôti de bœuf, ton plat préféré. J'ai voulu la prendre à ce moment-là et exiger la vérité, mais je me suis retenu. Pas encore. Je devais d'abord me coordonner avec Vanessa. Il fallait que tout soit en place avant que je n'agisse. Patience. Juste un peu plus longtemps. Lundi matin, j'ai appelé Vanessa depuis mon bureau à la casse. Salut, Vanessa, c'est Marcus. Tu aurais le temps de prendre un café cette semaine? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Bien sûr. Tout va bien? Tu as l'air sérieux. Je préférerais en parler en personne. Peux-tu me retrouver mercredi après-midi? Disons 14 heures. Oui, je peux m'organiser. Marcus, tu m'inquiètes. De quoi s'agit-il? Je t'expliquerai tout quand je te verrai. Fais-moi juste confiance, d'accord? C'est important. D'accord. Où veux-tu qu'on se rencontre? Il y a un café dans l'ouest, le Daily Grain sur Lorraine Avenue. Tranquille, à l'écart. Nous ne croiserons personne que nous connaissons. D'accord, j'y serai. J'ai passé les 2 jours suivants à me préparer. Mike m'a envoyé un dossier complet, des centaines de photos, un calendrier détaillé des rencontres, des relevés d'hôtels qu'il avait obtenus par ses contacts,
des observations financières sur les habitudes de dépenses de Dylan. J'ai tout organisé en 2 dossiers. L'un contenait uniquement les preuves de l'adultère, photos, horodatage, relevés d'hôtel. L'autre contenait les observations de Mike concernant le comportement financier suspect de Dylan, les retraits d'espèces, les achats coûteux, le style de vie qui ne correspondait pas à ses revenus. Je n'ai pas bien dormi ces 2 nuits-là. Je n'arrêtais pas de penser à Vanessa, à la façon dont cela la détruirait. C'était une bonne personne qui n'avait rien fait de mal, si ce n'est faire confiance au mauvais homme. Elle ne méritait pas cette trahison, mais elle devait connaître la vérité. Le mercredi après-midi arriva. Je suis arrivé au Daily Grain 15 minutes en avance et j'ai choisi une banquette dans un coin où nous pourrions parler en privé. Vanessa est arrivée précisément à 14 heures, l'air professionnel comme toujours dans un tailleur élégant, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Marcus » dit-elle en se glissant sur la banquette. « Tu m'as rendu folle d'inquiétude depuis lundi. Que se passe-t-il » J'ai pris une profonde inspiration. Ce serait l'une des conversations les plus difficiles que j'aurais jamais eues. Vanessa, avant de te montrer ce que j'ai à te montrer, j'ai besoin que tu me promettes de m'écouter jusqu'au bout. Ne réagis pas. Ne t'en vas pas, laisse-moi tout expliquer d'abord. Son visage est devenu pâle. Tu me fais peur. Je suis désolé, mais c'est important et ce sera difficile à entendre. J'ai glissé la première enveloppe Kraft sur la table. J'ai besoin que tu regardes à l'intérieur. Elle l'a ouverte lentement, ses mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvaient les photos que Mike avait prises. Dylan et Nicole au café, dans des restaurants, marchant main dans la main dans le parc, entrant ensemble dans le motel, s'embrassant à travers la fenêtre de la chambre d'hôtel. J'ai observé le visage de Vanessa tandis qu'elle examinait chaque photo. Confusion, puis choc, puis douleur, puis quelque chose de plus dur. De la colère. Elle a parcouru toutes les photos 2 fois avant de lever les yeux vers moi. Des larmes coulaient sur son visage. Depuis combien de temps sais-tu ? Sa voix n'était qu'un murmure. Je me doutais de quelque chose depuis environ 2 mois. J'ai eu la confirmation il y a 3 semaines, pendant mon voyage de pêche. J'ai engagé un détective privé pour suivre Nicole. Il a tout documenté ce que tu vois. Nicole sait-elle que tu sais ? Pas encore. Je voulais te parler d'abord parce que nous sommes tous les deux des victimes ici. Mais il y a plus, Vanessa. Et c'est là que ça empire. J'ai glissé le second dossier sur la table. Mon enquêteur a remarqué quelque chose. Dylan a dépensé beaucoup d'argent, plus que ce que son salaire devrait lui permettre. Des bijoux coûteux, des hôtels, des restaurants, des voyages. D'où vient tout cet argent ? Les mains de Vanessa tremblaient alors qu'elle ouvrait le second dossier. À l'intérieur se trouvaient les notes de Mike documentant les habitudes de dépenses de Dylan, les retraits d'espèces, les achats. J'ai remarqué que l'argent se faisait rare, dit-elle lentement. Dylan a toujours des explications. Des dépenses professionnelles qu'il doit avancer avant d'être remboursé. Des investissements qu'il gère, des prêts à des amis en difficulté. Je lui faisais confiance, alors je n'ai pas trop remis cela en question. À quand remonte la dernière fois que tu as réellement consulté tes relevés bancaires ? Vraiment consulté, pas seulement jeter un coup d'œil au solde. Je ne sais pas, 6 mois, peut-être plus. Dylan gère la plupart de nos finances. Il dit que c'est plus facile puisqu'il est meilleur avec les chiffres et que je suis toujours occupé avec l'agence immobilière. J'ai sorti mon téléphone. Peux-tu vérifier tout de suite ? Ton application bancaire ? Vanessa a sorti son téléphone, les mains tremblantes. Elle a ouvert l'application de sa banque et a commencé à faire défiler les transactions. J'ai vu son visage passer de la confusion à l'horreur. Il y a des retraits ici. Je ne me souviens pas en avoir fait d'aussi important. 5 000 ici, 8 000 là, 10 000. Elle a continué à faire défiler, son visage devenant plus pâle. Oh mon Dieu, Marcus, il y a un virement bancaire. 100 000 $ de mon compte professionnel vers le compte personnel de Dylan. Je n'ai jamais autorisé ça. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. Quand était-ce ? Vérifie la date. Le 15 juillet. C'était, elle a fermé les yeux. C'était juste avant que Nicole ne me dise qu'elle allait à cette conférence à Columbus. Celle où elle était en fait à Youngstown avec Dylan. Je suis tellement désolé, Vanessa. Il a falsifié ma signature.
Sa voix tremblait maintenant. La fureur se mêlant à la douleur. Il m'a volé 100 000 $. Et il utilisait mon argent pour... Elle n'a pas pu finir la phrase. Pour financer son aventure avec ma femme. Oui. Nous sommes restés silencieux un instant. Vanessa pleurait doucement et j'ai tendu la main sur la table pour lui serrer la main. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» a-t-elle demandé. « Comment n'ai-je pas vu ça? Comment ai-je pu être aussi aveugle? » Tu n'es pas aveugle. Tu as fait confiance à ton mari. C'est ce qu'on est censé faire dans un mariage. C'est lui qui a trahi cette confiance. Pas toi. Mais 100 000 $. Marcus, comment n'ai-je pas remarqué? Parce qu'il est doué pour mentir. Il le fait depuis toujours. À toi, à moi, à tout le monde. Voilà qui est Dylan. Il trouve des gens qui lui font confiance et il les utilise jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vanessa a essuyé ses larmes, et j'ai vu son expression se durcir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est à toi de voir. Mais si Dylan a falsifié ta signature et volé cet argent, c'est une fraude. C'est un crime grave dans l'Ohio. Tu pourrais porter plainte si tu voulais. Je veux qu'il paie pour ça. Les deux. Ils ont détruit nos mariages. Ils nous ont menti pendant des mois et Dylan m'a volé. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Je suis d'accord. Alors, voici ce que je pense. J'ai exposé mon plan. Vanessa déposerait un rapport de police pour fraude et vol, en utilisant les relevés bancaires comme preuve. Je demanderai le divorce d'avec Nicole, citant l'adultère avec des preuves documentées. Et je signalerai la fraude de Nicole concernant ses notes de frais à son employeur parce que Mike avait remarqué un schéma dans les voyages professionnels de Nicole qui ne correspondait pas à temps. Qu'est-ce que tu veux dire par fraude aux notes de frais? Dem. Anda Vanessa. Mike a remarqué que plusieurs fois, lorsque Nicole prétendait voyager pour le travail au Columbus, Toledo, Pittsburgh, elle rencontrait en fait Dylan. J'ai trouvé des copies de ces notes de frais dans notre bureau à domicile. Elle soumettait de faux voyages d'affaires pour couvrir son temps passé hors du bureau avec Dylan. Donc, elle fraudait son entreprise. On dirait bien. Ce qui signifie qu'elle fera face à des conséquences professionnelles en plus de tout le reste. Vanessa hocha lentement la tête. Quand est-ce qu'on fait ça? La semaine prochaine, on coordonne tout. Lundi matin, tu déposes le rapport de police. Le même jour, je vais voir l'employeur de Nicole avec les preuves. Nous leur remettons les papiers de divorce simultanément. Nous les frappons de tous les côtés avant qu'ils n'aient le temps de coordonner leurs histoires ou de cacher des preuves. Ils ne le verront pas venir. Exactement. Ils pensent s'en tirer. Ils pensent que nous sommes inconscients, mais nous allons leur montrer que les actions ont des conséquences. Vanessa regarda à nouveau les photos, puis les relevés bancaires sur son téléphone. Quand elle me regarda de nouveau, ses yeux étaient secs et déterminés. Merci, Marcus, de m'avoir tout dit, d'avoir eu des preuves. De ne pas les avoir laissés s'en tirer comme ça. Tu n'as pas besoin de me remercier. Nous sommes de la famille, Vanessa. Ou nous l'étions avant que Dylan ne ruine ça. Mais tu es une bonne personne et tu mérites tellement mieux que ça. Elle tendit la main par-dessus la table et me serra la main à son tour. Toi aussi. Le lundi suivant, tout se passa en même temps. À 9 h du matin, Vanessa entra au service des crimes financiers de la police de Cleveland. Elle apporta des relevés bancaires imprimés montrant le virement de 100 000 $ non autorisés. Des dizaines de retraits d'espèces suspects et des exemples de sa vraie signature comparés à la signature manifestement falsifiée sur les documents d'autorisation. Le détective Frank Gallagher recueillit sa déclaration. C'était un policier vétéran d'une cinquantaine d'années, réputé pour son travail méticuleux sur les crimes financiers. Madame Brennan, dit-il en étalant les documents bancaires sur son bureau. C'est assez clair. Ces signatures ne correspondent pas à vos cartes de signature vérifiées. Votre mari a falsifié votre autorisation et a volé plus de 100 000 $ de votre compte professionnel. C'est une fraude et un vol qualifié. On parle de plusieurs années de prison s'il est reconnu coupable. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Vanessa, d'une voix ferme malgré son émotion évidente. Nous devrons le faire venir pour interrogatoire. Le procureur examinera les preuves, et si c'est aussi évident que cela le semble, il sera formellement inculpé. Savez-vous où se trouve votre mari en ce moment? Il est à son bureau à Youngstown. Il y travaille un lundi sur deux,
déposant des rapports auprès de son superviseur régional. Nous enverrons des agents le chercher cet après-midi. Madame Brennan, je dois vous demander, étiez-vous au courant de l'une de ces transactions au moment où elles ont eu lieu? Non. Mon mari s'occupait de nos finances. Il m'a dit que c'était plus facile ainsi puisqu'il avait plus de temps et était meilleur avec les chiffres. Je lui faisais confiance. Sa voix se brisa légèrement. Je lui faisais entièrement confiance. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. Nous ferons tout notre possible pour vous aider à récupérer votre argent et nous assurer que votre mari fasse face aux conséquences appropriées. À 10 heures du matin, je suis entré chez Midwest Insurance et j'ai demandé à parler à la superviseure de Nicole, Patricia Hay. Madame Hay avait la cinquantaine, une femme sérieuse qui avait gravi les échelons, passant d'expert en sinistre à directrice régionale. Elle avait la réputation d'être intègre et de ne tolérer aucun comportement contraire à l'éthique. Monsieur Brennan, dit-elle alors que je m'asseyais dans son bureau. Que puis-je faire pour vous, Madame Hay? Je dois signaler une grave violation de l'éthique impliquant ma femme, Nicole Hartwell. Je crois qu'elle a falsifié ses notes de frais de voyage. Son expression devint grave. C'est une accusation sérieuse. Quelle preuve avez-vous? Je sortis un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies des notes de frais que Nicole avait laissées dans notre bureau à domicile. Elle travaillait parfois de la maison et imprimait des documents là-bas. À côté de chaque rapport, j'avais placé des photos prises par Mike montrant où se trouvait réellement Nicole à ces dates. Ce sont des notes de frais que Nicole a soumises à votre entreprise au cours des 6 derniers mois. Elle prétendait avoir voyagé pour affaires à Columbus, Toledo et Pittsburgh à des dates précises. Mais comme vous pouvez le voir sur ces photographies, elle rencontrait en fait quelqu'un à Cleveland ou Youngstown à ces mêmes dates. Elle n'était jamais dans ces villes pour le travail. Patricia examina attentivement les documents, son expression s'assombrissant. Comment avez-vous obtenu les notes de frais de votre femme? De notre bureau à domicile. Ma femme travaille occasionnellement de la maison et y imprime des documents. Lorsque j'ai soupçonné qu'elle avait une liaison, j'ai fouillé dans ses documents de travail et j'ai trouvé ceci. Je ne prétends pas qu'elle a facturé des dépenses personnelles à l'entreprise. Je dis qu'elle a fabriqué des voyages d'affaires entiers pour justifier des absences du travail alors qu'elle menait en fait une liaison personnelle. Et ces photographies prises par un détective privé que j'ai engagé. Vous pouvez voir que les horodatage correspondent aux dates où elle prétendait voyager pour affaires. Patricia resta silencieuse un long moment, étudiant les preuves. Monsieur Brennan, je dois vérifier indépendamment certaines de ces informations avant de pouvoir agir. Mais si ce que vous me montrez est exact, c'est un motif de licenciement immédiat et d'éventuelles poursuites judiciaires pour recouvrer les dépenses frauduleuses. Je comprends. Je pensais simplement que votre entreprise méritait de savoir. Midwest a une réputation d'intégrité. Je détesterais la voir compromise par une employée abusant des ressources de l'entreprise. Nous apprécions que vous nous ayez signalé cela. Je parlerai à Nicole aujourd'hui. Elle aura la chance de s'expliquer, mais elle regarda à nouveau les preuves. C'est assez accablant. Je me levai pour partir. Merci de votre temps, Madame Hay. Monsieur Brennan, je suis désolé que cela vous soit arrivé. J'ai hoché la tête mais n'ai pas répondu. Les excuses ne réparaient rien. À 14 heures, Dylan était en garde à vue. Vanessa m'a appelé depuis l'extérieur du poste de police. Ils l'ont arrêté. 2 agents se sont présentés à son bureau, lui ont lu ses droits devant son superviseur et ses collègues, et l'ont emmené menotter. Comment vas-tu? Je ne sais pas. Une partie de moi se sent justifiée. Une partie de moi a mal au cœur. Il est toujours mon mari, même si c'est un menteur et un voleur. Il a fait ses choix, Vanessa. Tu t'assures juste qu'il en subisse les conséquences. Que se passe-t-il maintenant? Ils vont l'interroger. Probablement essayer de le faire avouer. Ensuite, il sera formellement inculpé et déféré devant un tribunal. Le procureur proposera probablement un accord de plaidoyer puisque les preuves sont accablantes. Tu penses qu'il l'acceptera? Je pense qu'il n'aura pas le choix. S'il va au procès, il risque des années de prison. Un accord de plaidoyer pourrait lui valoir une liberté conditionnelle et une peine de prison de comté au lieu de la prison d'État. J'espère qu'il l'acceptera. Je ne veux pas passer par un procès, Marcus. Je veux juste que tout ça soit terminé. Je comprends. Nicole rentra à la maison ce soir-là, l'air bouleversé et pâle, alors que j'étais dans le salon, buvant une bière et regardant les informations.
Je ne levai pas les yeux quand elle entra. Marcus, quelque chose de terrible s'est passé aujourd'hui. Je pris une gorgée de ma bière. Je sais. Quoi? Comment as-tu pu, Marcus? Patricia m'a appelé dans son bureau cet après-midi. Elle m'a suspendu. Elle a dit qu'il y avait de sérieuses questions concernant mes notes de frais, mais je n'ai rien fait de mal. Ce doit être une sorte d'erreur ou quelqu'un au travail m'en veut. Ou, il n'y a pas d'erreur, Nicole. Elle s'arrêta en pleine phrase. Quoi? Je la regardai enfin. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Tu as falsifié ces notes de frais pour cacher ta liaison avec mon frère et maintenant ton employeur est au courant. La couleur quitta son visage. Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de mentir. Je posai ma bière et me levai. Je sais tout, Nicole. Je sais depuis des semaines. Le voyage à Vegas quand tu m'as dit que tu rendais visite à Linda, mais que tu rencontrais en fait Dylan. Le motel à Youngstown où tu allais tous les vendredis, chaque rendez-vous café, chaque restaurant, chaque mensonge que tu m'as dit pendant des mois. Elle commença à trembler. Marcus, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai engagé un détective privé. J'ai des centaines de photos, de vidéos, de registres d'hôtels, de relevés bancaires. Je sais que tu couches avec Dylan depuis au moins juillet, probablement plus tôt. Je sais que tu as utilisé notre carte de crédit commune pour acheter un billet d'avion que tu prétendais être pour l'Iowa mais qui était en fait pour Vegas. Je sais que tu as soumis de fausses notes de frais à ton entreprise pour couvrir le temps que tu as passé avec lui. Ses jambes semblèrent se dérober et elle s'effondre. S'écroula sur le canapé. Oh, mon Dieu! Je me dirigeai vers la table de la cuisine et ramassai une enveloppe de papier Kraft. Ce sont les papiers du divorce que j'ai déposés ce matin en vertu de notre contrat de mariage. L'adultère signifie que tu renonces à toute prétention sur les biens matrimoniaux. Cette maison est à moi. Le compte des épargnes joints reste avec moi. Tu partiras avec ce qui reste de tes biens prénuptiaux. Tu ne peux pas me faire ça. Je l'ai déjà fait. Tu seras officiellement signifié demain. Et au cas où tu te poserais la question, oui, Vanessa est au courant. En fait, c'est elle qui a déposé des accusations criminelles contre Dylan ce matin. Il a été arrêté à son bureau cet après-midi pour avoir volé plus de $100 000 sur ses comptes. Le visage de Nicole devint blanc. Il a été arrêté. Fraude et vol, crime grave. Il est en prison en ce moment. Et tu sais ce qui est drôle? Il a utilisé l'argent volé à Vanessa pour t'acheter des cadeaux. Ce collier qu'il t'a offert le mois dernier, payé avec l'argent qu'il a volé à sa femme. Les chambres d'hôtel, l'argent volé, les dîners, les voyages, tout. Tu as détruit ton mariage pour un homme qui t'utilisait, tout comme il a utilisé toutes les autres femmes de sa vie. Nicole se mit à pleurer. Il m'aime. Il a dit que nous allions être ensemble. Il a dit, Dylan n'aime personne d'autre que lui-même. Il t'a dit tout ce que tu voulais entendre, pour que tu continues à coucher avec lui, et maintenant tout s'effondre. Tu vas perdre ton emploi. Tu vas tout perdre dans le divorce. Et Dylan va aller en prison. S'il te plaît, Marcus. On peut arranger ça. J'ai fait une erreur. Mais ce n'était pas une erreur. Ma voix s'éleva pour la première fois. Une erreur, c'est de brûler le dîner ou d'oublier un anniversaire. C'était des mois de tromperie calculée. Tu m'as regardé dans les yeux chaque jour et tu as menti. Tu as prononcé des vœux qui ne signifiaient rien pour toi. Tu as utilisé notre argent pour financer ton aventure. Tu as détruit tout ce que nous avions construit ensemble. Pourquoi faire? Pour Dylan? Pour mon frère sans valeur, escroc et voleur. Ça ne devait pas se passer comme ça. Elle sanglota. Nous sommes tombés amoureux. C'est juste arrivé. Nous ne voulions blesser personne. Tu ne voulais pas te faire prendre. Il y a une différence. Je ramassai mes clés. Je veux que tu quittes cette maison d'ici vendredi. Fais tes valises et prends tes affaires personnelles. Tout le reste reste. Si tu essaies de prendre quoi que ce soit qui m'appartienne, j'ajouterai le vol au dossier du divorce. Si tu essaies de contester le contrat de mariage, je rendrai public chaque détail de ton aventure. Chaque photo, chaque reçu d'hôtel, chaque mensonge. Est-ce clair? Elle ne répondit pas. Elle resta assise là, sanglotant dans ses mains.
Je sortis jusqu'à mon camion. Je dormirai à la casse ce soir. Je ne pouvais pas supporter d'être sous le même toit qu'elle une minute de plus. Dylan m'appela de la prison du comté ce soir-là. Le système automatisé annonça « Vous avez un appel en PCV d'un détenu de la prison du comté de Cuyahoga » avant de nous connecter. « Marcus, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. »« Pourquoi t'aiderais-je ?»« Parce que je suis ton frère. Nous sommes jumeaux. Nous nous connaissons depuis toujours. Nous sommes sortis du même ventre. Ça doit bien signifier quelque chose. Tu as cessé d'être mon frère au moment où tu as commencé à coucher avec ma femme. Tu n'es qu'une personne qui, par hasard, me ressemble. Marcus, j'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Mais je peux arranger ça si tu. Tu as volé $100 000 à Vanessa. Dylan, tu as falsifié sa signature. Tu as retiré son argent sans permission et tu l'as dépensé pour des hôtels et des bijoux pour ma femme. Ce n'est pas une erreur. Ce sont plusieurs crimes graves. Tu risques de passer de longues années en prison. Je lui rembourserai chaque centime. Je ferai tout ce qu'il faut. Parle-lui juste pour moi. S'il te plaît, dis-lui que je suis désolé. Dis-lui que je réparerai ça. Avec quel argent? Tu as tout dépensé. Tu es fauché. Tu vas perdre ton emploi et tu es sur le point d'être reconnu coupable de plusieurs crimes graves. Tu n'as rien à offrir à personne. Il y eut un long silence. J'entendais Dylan respirer lourdement à l'autre bout. Probablement en luttant contre la panique. J'ai besoin d'un avocat, dit-il finalement, d'une voix faible. Alors prends un avocat commis d'office. C'est tout ce que tu peux te permettre maintenant. Marcus, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Je suis ton frère. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de me trahir. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de voler Vanessa. Maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences. Ne m'appelle plus. Attends. Je raccrochai. Je m'assis dans mon camion sur le parking de la casse, fixant le ciel sombre. J'aurais dû me sentir victorieux. Je les avais tous les deux exposés, j'avais réuni des preuves irréfutables, j'avais mis en marche les conséquences. Mais je me sentais juste vide, fatigué, trahi. Ray sortit du bureau. Patron, tu restes ici pour la nuit? Ouais. Tu veux de la compagnie? Vince et moi pourrions prendre des bières, traîner un peu. Merci, Ray, mais je crois que j'ai besoin d'être seul ce soir. Je comprends. Mais tu sais où nous trouver. Si tu changes d'avis, n'importe quand, de jour comme de nuit. Je sais, et je l'apprécie plus que tu ne peux l'imaginer. Il hocha la tête et se dirigea vers son camion. Je le regardais s'éloigner, reconnaissant d'avoir des amis comme Ray et Vince. Ils m'avaient soutenu à travers tout. Ils étaient plus loyaux que ma propre famille. Au cours des 3 semaines suivantes, la vie de Dylan et Nicole s'effondra petit à petit. La comparution initiale de Dylan eut lieu 2 jours après son arrestation. Le procureur lui proposa un accord de plaidoyer. Plaider coupable d'un chef d'accusation de fraude criminelle et d'un chef d'accusation de vol criminel. Accepter de payer une restitution complète à Vanessa sur 5 ans. Purger 2 ans de probation avec 6 mois de prison dans le comté et renoncer à toutes les licences ou certifications professionnelles. L'alternative était d'aller en procès, où le procureur disposait de preuves accablantes, relevés bancaires, signatures falsifiées, témoignages d'experts d'un graphologue, témoignages de Vanessa. S'il était reconnu coupable lors du procès, Dylan risquait 3 à 5 ans de prison d'État. L'avocat commis d'office de Dylan, mais il n'avait pas les moyens de s'offrir un avocat privé et lui conseilla vivement d'accepter l'accord. Il fallut 3 jours à Dylan pour se décider. J'imagine qu'il passa ses jours en prison de comté, dormant sur un matelas fin dans une cellule, portant une combinaison orange, mangeant de la nourriture horrible, entouré de gens qui avaient commis de vrais crimes. Finalement, face à la réalité de plusieurs années de prison effective, il accepta le plaidoyer. Sa condamnation officielle fut fixée à 6 semaines plus tard. Il fut libéré sous caution avec un bracelet électronique et des conditions strictes. Il ne pouvait pas quitter l'Ohio, ne pouvait pas contacter Vanessa sauf par l'intermédiaire d'avocats, et devait se présenter chaque semaine à un agent de probation. L'enquête concernant Nicole chez Midwest Insurance progressa plus lentement, mais ne fut pas moins approfondie. Patricia y mena un examen complet. Elle récupéra tous les rapports de dépenses de Nicole des 2 dernières années.
Elle interrogea Nicole à plusieurs reprises, chaque entretien devenant plus conflictuel à mesure que des incohérences apparaissaient. Elle contacta les hôtels où Nicole aurait séjourné, des hôtels qui n'avaient aucune trace d'elle. Elle parla avec des clients que Nicole aurait visités. Des clients qui confirmèrent n'avoir jamais eu de rendez-vous avec elle à ces dates. Les preuves étaient accablantes. Nicole avait soumis des notes de frais frauduleuses totalisant 15 238 $ sur 18 mois. Elle avait déclaré des voyages d'affaires dans des villes qu'elle n'avait jamais visitées pour le travail, présenté de fausses factures d'hôtel et menti à plusieurs reprises pendant l'enquête. 2 semaines et demie après que j'ai apporté les preuves à Patricia, Nicole fut convoquée à une dernière réunion. Patricia lui remit une lettre de licenciement accompagnée d'une demande de remboursement intégral des frais frauduleux. De plus, Midwest la signala au département des assurances de l'Ohio, qui lança sa propre enquête pour déterminer si Nicole avait enfreint les normes d'éthique professionnelle. Nicole m'appela ce soir-là, hystérique. Ils m'ont viré et ils veulent que je rembourse 15 000 $. Marcus, je n'ai pas cet argent. Alors tu n'aurais pas dû commettre de fraude. S'il te plaît, tu dois m'aider. Parle à Patricia. Dis-lui que c'est un malentendu. Dis-lui. Dis-lui quoi, Nicole? Que tu n'as pas menti sur tes notes de frais, parce que si. Que tu n'as pas déclaré de voyage d'affaires alors que tu couchais avec mon frère, parce que tu l'as fait aussi. Tu as commis une fraude contre ton employeur. Et maintenant tu en subis les conséquences. Je vais perdre ma licence. L'enquête d'État pourrait me retirer ma licence définitivement. C'est malheureux. Mais ce n'est plus mon problème. Comment peux-tu être si froid? Je suis ta femme. Non, tu ne le es pas. Plus maintenant. Le divorce sera prononcé dans environ 60 jours. Et quand ce sera le cas, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Je raccrochai. La procédure de divorce avança rapidement, avec des preuves documentées d'adultère, des centaines de photos, des registres d'hôtels, la chronologie détaillée de Mike et un contrat de mariage clair. Nicole n'avait rien à contester. Son avocat, un jeune juriste fraîchement sorti de l'école de droit et qui semblait dépassé par les preuves, lui conseilla de signer l'accord de règlement et d'accepter ce que le contrat de mariage stipulait. Nicole signa. 3 semaines après mon dépôt, le divorce fut prononcé. Nicole obtint exactement ce qu'elle avait apporté au mariage. Environ 50 000 $ après les frais de justice, et après avoir déjà dépensé une part significative en cadeaux et voyages avec Dylan, tout le reste, la maison, l'épargne conjointe, les investissements que nous avions faits pendant notre mariage, resta avec moi. Elle déménagea un vendredi après-midi. Je n'étais pas là. Je suis resté à la casse, ne voulant pas revoir son visage une seule fois. Ray Vince m'a dit qu'elle avait loué un camion, chargé ses vêtements et ses affaires personnelles, et était partie sans dire un mot. Quand je suis rentré ce soir-là, la maison m'a semblé vide. Pas triste, vide, juste vide, comme la coquille de quelque chose qui avait été vivant, mais ne l'était plus. J'ai changé toutes les serrures. Cette nuit-là, Dylan et Nicole ont essayé de faire fonctionner leur relation après que tout se soit effondré. Selon Vanessa, qui l'avait appris par des connaissances communes, ils avaient emménagé ensemble dans un petit appartement à la périphérie de Cleveland. Cela a duré moins d'1 mois. Le stress les a détruits. Dylan était fauché. Il avait perdu son emploi après son arrestation, et le tribunal lui avait ordonné de verser 2 000 $ par mois à Vanessa en guise de dédommagement. Il avait trouvé du travail dans une concession de voitures d'occasion, mais gagnait moins de la moitié de son ancien salaire. La majeure partie de son salaire servait au dédommagement, au loyer, aux frais de son bracelet électronique et aux honoraires de ses avocats commis d'office. Il ne lui restait presque rien pour la nourriture ou les factures. Nicole ne trouvait pas de travail dans le secteur des assurances. La nouvelle de son licenciement et de l'enquête éthique s'était vite répandue dans l'industrie. Elle avait postulé à des dizaines de postes et avait été rejetée de tous. Finalement, elle avait trouvé un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire, gagnant 15 $ de l'heure, moins d'un tiers de son ancien salaire. Ils se disputaient constamment à propos d'argent, à propos de qui était en faute, et à propos de l'avenir qu'ils avaient imaginé et qui ne se réaliserait jamais. Les voisins se plaignaient de leurs disputes bruyantes. La police avait été appelée 2 fois pour tapage nocturne. La fin est survenue un soir lorsqu'ils ont eu une violente dispute sur le parking de leur immeuble. Selon ce que Vanessa avait entendu, Nicole avait découvert que Dylan lui avait caché de l'argent. Un compte dont elle ignorait l'existence.
Elle l'a accusé d'avoir toujours eu l'intention de l'abandonner. Il l'a accusé d'être ingrate après tout ce qu'il avait sacrifié pour elle. La dispute a dégénéré. Des objets ont été jetés. Davantage de voisins ont appelé la police. Au moment où les policiers sont arrivés, Dylan avait fait ses bagages et était parti. Vanessa m'a appelé ce soir-là. Tu as entendu? Dylan et Nicole se sont séparés. J'étais à la maison, me sentant enfin à l'aise de nouveau dans la maison après que Nicole soit partie depuis quelques semaines. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse dispute. Dylan est parti. Quelqu'un que je connais et qui travaille dans son secteur a dit qu'il déménageait au Tennessee. Nashville, peut-être. Essayant de recommencer quelque part où les gens ne savent pas ce qu'il a fait. Bon débarras. Marcus, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu que nous avons bien fait? Les démasquer, porter plainte, s'assurer qu'ils subissent les conséquences. J'y ai réfléchi un instant. Oui, ils ont fait leur choix. Ils ont menti, triché et volé. Tout ce que nous avons fait, c'est de nous assurer que la vérité éclate et qu'ils ne pouvaient pas s'en tirer sans en subir les conséquences. Je sais, mais parfois je me demande si nous ne sommes pas allés trop loin. Dylan est mon ex-mari et je ne le déteste pas. Je voulais juste obtenir justice pour ce qu'il m'avait fait. Et tu l'as obtenu. Il te rembourse. Il a fait de la prison. Et il fait face aux conséquences de ses choix. Ce n'est pas de la vengeance, Vanessa. C'est de la responsabilité. Tu as raison. Elle est restée silencieuse un instant. Je peux te voir? Peut-être dîner cette semaine. J'aimerais bien. Vanessa et moi avons commencé à dîner ensemble une fois par semaine, puis 2 fois. Au début, c'était pratique. Nous comparions des notes sur nos procédures de divorce, partagions des nouvelles de Dylan et Nicole, et discutions de défis professionnels, mais peu à peu, cela est devenu quelque chose de plus. Nous avons parlé pendant des heures de tout. Elle m'a parlé de son défunt mari, de la façon dont ils avaient bâti sa société immobilière à partir de rien avant qu'il ne meure subitement d'une crise cardiaque à 47 ans. Elle m'a parlé de la solitude qui avait suivi, de la façon dont elle s'était jetée à corps perdu dans le travail pour éviter de faire face à son chagrin. Elle m'a parlé de sa rencontre avec Dylan et d'avoir pensé qu'elle avait peut-être trouvé une seconde chance d'être heureuse, seulement pour découvrir qu'elle avait épousé une autre erreur. Je lui ai parlé de mon séjour en prison, de la décision d'endosser la faute pour mon père, et d'avoir vu Melissa me quitter au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Je lui ai parlé de la reconstruction de ma vie, d'avoir donné une seconde chance à Ray et Vince, et d'avoir appris à faire confiance de nouveau après avoir été trahi. Tu es un homme bon, Marcus, dit-elle un soir autour d'un repas italien dans un restaurant tranquille du centre-ville. Dylan n'a jamais compris cela, il a toujours pensé que tu étais fou d'être allé en prison pour ton père, mais moi, je trouve que c'était courageux. Noble? Je ne sais pas si c'est noble. Je ne pouvais pas laisser papa mourir seul dans une cellule. Il était malade. Il avait un cœur fragile. La prison l'aurait tué en quelques mois. C'est exactement ce qui te rend différent de Dylan. Tu penses aux autres. Tu es loyal. Tu tiens parole. Dylan n'a jamais pensé qu'à lui-même et à ce qu'il pouvait obtenir des gens. J'ai souri. Et toi? Tu aurais pu laisser Dylan vider tes comptes sans jamais le savoir. Mais tu as eu le courage d'enquêter, de porter plainte, de le tenir responsable. Cela demande une vraie force. J'ai eu de l'aide. Elle a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu m'as donné des preuves. Tu m'as soutenu tout au long du processus. Tu m'as fait sentir que je n'étais pas seul dans ce cauchemar. Sa main était chaude dans la mienne. J'ai réalisé que je ne voulais pas la lâcher. Quelque chose grandissait entre nous. Pas seulement un traumatisme partagé ou un ennemi commun, quelque chose de réel. Nous nous comprenions d'une manière qui allait au-delà des mots. Nous avions tous les deux été trahis par des gens en qui nous avions confiance, et nous avions tous les deux choisi de nous défendre au lieu d'accepter les mensonges. Au cours des semaines suivantes, nos dîners sont devenus la partie de ma semaine que j'attendais le plus avec impatience. Vanessa était tout ce que Nicole avait prétendu être. Intelligente, authentique, gentille, forte. Elle me faisait rire. Elle me stimulait intellectuellement. Elle écoutait quand je lui parlais des problèmes à la casse et offrait de véritables conseils avisés issus de son expérience professionnelle. Et lentement, prudemment,
j'ai réalisé que je tombais amoureux d'elle. 4 mois après la finalisation de nos divorces, j'ai demandé Vanessa en mariage. Nous étions au chalet sur le lac Erie, le même chalet où j'avais passé cette mémorable partie de pêche à coordonner avec Mike, où j'avais vu les premières photos de Nicole et Dylan ensemble. Mais maintenant, le chalet recelait des souvenirs différents. C'était fin septembre et les feuilles prenaient des teintes éclatantes d'or et de carmin. Nous avions passé la journée sur le bateau à pêcher, à parler et simplement à être ensemble. La température était parfaite, suffisamment chaude pour être agréable, mais assez fraîche pour sentir l'automne. Alors que le soleil commençait à se coucher sur l'eau, peignant tout de nuances d'orange, de rose et de violet, je me suis tourné vers Vanessa. « J'ai quelque chose à te dire. » Elle m'a souri. « Qu'est-ce que c'est ? » J'ai des sentiments pour toi depuis des années. Même lorsque nous étions tous les deux mariés, même lorsque j'essayais de les ignorer parce que ce n'était pas approprié, j'ai toujours pensé que tu étais spéciale. Tu es intelligente, gentille, forte, belle. Tout ce que je pensais avoir avec Nicole, mais que je n'ai jamais vraiment eu. Son sourire s'est estompé, remplacé par quelque chose de plus sérieux. Marcus, ces derniers mois avec toi ont été les plus heureux de ma vie depuis des années, peut-être de toute ma vie. Et je sais que ça peut paraître trop tôt. Je sais que les gens pourraient parler, dire que nous avons trahi nos conjoints, ou que nous avons profité de la situation pour nous mettre ensemble. Mais je me fiche de ce que les gens pensent, je me soucie de toi. Je veux construire une vie avec toi. Une vraie vie basée sur l'honnêteté, la confiance et un amour véritable, pas sur les mensonges et la trahison. J'ai sorti une petite boîte de ma poche et l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en diamant. Rien d'extravagant, mais belle et authentique. Veux-tu m'épouser ? Les larmes ont rempli les yeux de Vanessa. Marcus, je ressens la même chose. Et ce depuis longtemps. Quand j'étais avec Dylan, je te voyais lors des réunions de famille et je pensais à quel point vous étiez différents tous les deux, malgré votre ressemblance. Comment tu tenais réellement tes promesses, comment tu traitais les gens avec respect, comment tu valorisais la loyauté et l'intégrité. Et après tout ce qui s'est passé, en apprenant à mieux te connaître, en passant du temps avec toi, j'ai réalisé que tu es exactement le genre de personne que je cherchais depuis toujours. Quelqu'un qui dit ce qu'il pense, quelqu'un qui soutient les gens qu'il aime. Est-ce un oui ? Elle a ri à travers ses larmes. Oui, absolument oui. J'ai glissé la bague à son doigt et l'ai serrée contre moi, l'embras. Tandis que le soleil disparaissait sous l'horizon et transformait le lac en or liquide. Nous nous sommes mariés 6 semaines plus tard lors d'une petite cérémonie dans ce même chalet. Nous ne voulions rien de grand ou d'élaboré, juste les personnes qui comptaient vraiment pour nous. Ray et Vince étaient là avec leurs femmes, Maria et Angela, et leurs enfants. Les parents de Vanessa étaient venus de Floride, ainsi que sa sœur et plusieurs collègues de son agence immobilière. J'ai invité mes cousins qui avaient aidé à gérer la casse pendant mes années de prison et plusieurs employés de longue date qui étaient devenus des amis au fil des ans. Nous avons engagé un traiteur local pour la nourriture et les boissons. Le fils aîné de Vince, qui apprenait la guitare, a joué de la musique acoustique pendant la cérémonie. Le temps a coopéré, ensoleillé et frais, un temps d'automne parfait. Nous avons écrit nos propres vœux. Debout sur la terrasse surplombant le lac, tenant les mains de Vanessa, j'ai dit, je promets de toujours te dire la vérité, même quand c'est difficile. Je promets d'être loyal. Être à tes côtés quand les choses deviennent difficiles, et ne jamais prendre ta confiance pour acquise. Je promets d'être le partenaire que tu mérites, quelqu'un qui t'apprécie, te respecte et t'aime pour qui tu es vraiment. Vanessa, les larmes coulant sur son visage, a dit, je promets de te faire confiance et d'être digne de ta confiance en retour. Je promets de soutenir tes rêves, d'être honnête, même quand c'est inconfortable, et de ne jamais abuser de la loyauté que tu m'as témoignée. Je promets de construire une vie avec toi basée sur un amour véritable et un respect sincère, pas sur des mensonges et de fausses promesses. Quand l'officiant nous a déclarés mari et femme, tout le monde a applaudi. C'était simple et parfait, et exactement ce dont nous avions tous les deux besoin, à tel point que personne n'a mentionné Dylan ou Nicole. Ils appartenaient au passé, là où était leur place. Après la cérémonie, Ray m'a pris à part. Chef Marcus, je dois dire que tu as fait le bon choix. Vanessa est quelqu'un de bien. Vraiment quelqu'un de bien. Merci, Ray. Ça signifie beaucoup venant de ta part. Toi, tu nous as donné, à Vince et à moi, une seconde chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Tu nous as traités comme de la famille quand nous n'avions rien.
Maintenant tu as une vraie famille à toi. Et mec, je ne pourrais pas être plus heureux pour toi. Vince nous a rejoints, me tendant une bière. Pareil que lui. Tu le mérites, Marcus. Tu as traversé l'enfer, la prison, un mauvais mariage, la trahison, mais tu t'en es sorti. Ça demande une vraie force. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. Vous m'avez soutenu quand j'en avais le plus besoin. C'est ce que font les frères, dit Vince avec un sourire. De vrais frères? Pas comme Dylan. Et en parlant de famille, vous deux, vous allez nous donner des petits cousins à gâter? Nos enfants n'arrêtent pas de demander. Vanessa est venue à mes côtés, passant son bras dans le mien. On y pense. Peut-être l'adoption. Ce serait merveilleux, dirais sincèrement. Ces enfants auraient de la chance de vous avoir comme parents. Après le mariage, Vanessa et moi avons mis au point un arrangement commercial qui nous protégeait tous les deux tout en construisant quelque chose ensemble. Elle a conservé son agence immobilière, Sterling Property, qu'elle avait bâtie à partir de rien et qu'elle avait tout le droit de gérer de manière indépendante. J'ai gardé la casse automobile et l'entrepôt de pièces détachées que mon père et moi avions construit ensemble. Tout le reste, le nouvel appartement que nous avions acheté en centre-ville, avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur le lac Erie, notre compte d'épargne commun, nos investissements, nous les partagions à parts égales. Un nouveau contrat de mariage a été rédigé, mais celui-ci était différent de ceux que nous avions eus auparavant. Celui-ci portait sur le partenariat et la clarté, et non sur la protection mutuelle. Nous avons vendu nos 2 anciennes maisons, trop de mauvais souvenirs y étaient attachés. L'appartement était un nouveau départ. Moderne, propre, lumineux, avec un plan ouvert qui ne ressemblait en rien aux espaces clos où nous avions vécu nos vies avec Dylan et Nicole. En remerciement Harry et Vince pour leur loyauté pendant l'enquête et pour avoir été les frères que Dylan n'a jamais été, je leur ai donné à chacun 4% de la propriété de la casse automobile. Ils seraient des associés minoritaires avec des parts de bénéfices trimestriels et une voix dans les décisions commerciales majeures. « Chef, tu n'as pas à faire ça », a dit Harry quand je lui ai tendu les documents de partenariat. « Si, je le dois. Vous avez tout risqué pour m'aider à trouver la vérité. Vous m'avez soutenu quand mon propre frère m'a trahi. Vous êtes loyaux depuis plus d'une décennie. C'est ma façon de vous remercier et de m'assurer que vous soyez à l'abri sur le long terme. » Vince a étudié les papiers, les yeux embués. Nous possédons une partie de l'entreprise. Une vraie propriété. Une vraie propriété. Vous n'êtes plus seulement des employés. Vous êtes des partenaires. Vous l'avez mérité. Tous deux semblaient trop émus pour parler. Finalement, Harry tendit la main. Merci, Marcus, pour tout. Pour nous avoir donné du travail à notre sortie de prison, pour nous avoir traités avec respect quand la société nous avait rejetés. Pour nous avoir fait confiance avec ça. Nous ne te laisserons pas tomber. Vous ne l'avez jamais fait. J'ai également réglé mes comptes avec Mike Chin. Je lui ai versé les $7 500 restants, plus une prime de $5 000 pour la minutie de son travail. Sans ces preuves, je n'aurais pas eu les éléments nécessaires pour me protéger et aider Vanessa. Il avait gagné chaque centime, et plus encore. Les épouses de Harry et Vince, Maria et Angela, sont rapidement devenues les amies les plus proches de Vanessa. Nous les invitions à dîner à l'appartement au moins une fois par semaine. Leurs enfants adoraient venir chez nous. Ils collaient leur visage aux immenses fenêtres pour regarder les bateaux sur le lac Erie, jouer à des jeux de société sur le sol de notre salon, aider Vanessa à faire des biscuits dans notre cuisine moderne. Étant donné que Vanessa ne pouvait pas avoir d'enfants en raison de complications survenues suite à une opération qu'elle avait subie des années auparavant, nous aimions faire partie des familles de Ray et Vince. Nous sommes devenus tante Vanessa et oncle Marcus pour leurs enfants. Nous les emmenions au match des Cleveland Indians en été. Nous les laissions venir sur le bateau quand il faisait beau. Nous les gâtions avec des cadeaux d'anniversaire et des présents de Noël. Avez-vous pensé à l'adoption ? A demandé Maria un soir pendant que les enfants jouaient sur notre balcon sous surveillance. Vanessa et moi avons échangé un regard. Nous en discutions en privé depuis des semaines, mais n'en avions encore parlé à personne. Oui, a admis Vanessa. En fait, nous nous sommes renseignés. Sérieusement, nous avons commencé les démarches préliminaires le mois dernier. Vraiment ? Le visage d'Angela s'est illuminé. C'est merveilleux. Vous feriez des parents extraordinaires. Nous l'espérons, dis-je. Le processus est long et compliqué. Vérification d'antécédents,
visite à domicile, entretien, cours de parentalité, et avec mon casier judiciaire, je ne suis pas sûr de la façon dont cela affectera notre candidature. Ton casier a plus de 10 ans, fit remarquer Ri. Tu as purgé ta peine. Tu as été un citoyen modèle depuis. Tu gères une entreprise prospère. Ça doit compter pour quelque chose. Je l'espère. Tout enfant aurait de la chance de vous avoir, vous aussi, dit Maria chaleureusement. Vous êtes stable, aimant, financièrement sûr, et vous avez toute une communauté de personnes qui vous soutiendraient. C'est plus que ce que beaucoup d'enfants ont. Quant à Dylan et Nicole, nous avons très peu entendu parler d'eux après leur séparation. Dylan a déménagé au Tennessee comme prévu. Selon les dossiers judiciaires que Vanessa recevait trimestriellement, il effectuait ses paiements de restitution à temps, $2000, chaque mois sans faute. Le tribunal avait mis en place une saisie automatique sur salaire pour assurer la conformité. Vanessa n'a jamais eu de ses nouvelles directement. Toutes les communications passaient par les avocats et le système judiciaire. Ses 6 mois de prison de comté avaient été purgés. Sa probation était en cours. Et il travaillait apparemment dans une concession automobile à Nashville, essayant de reconstruire sa vie. Te demandes-tu parfois comment il va? Demandai-je à Vanessa un soir. Non pas que son absence me manque ou que je me soucie de lui romantiquement, mais il a été mon mari pendant 6 ans. C'est difficile de cesser complètement de se soucier de quelqu'un, même quand il vous a terriblement blessé. Je comprends. Mais la plupart du temps, je ne ressens rien. Comme s'il était un chapitre de ma vie qui est maintenant clos. La colère a disparu. Les blessures se sont estompées. C'est juste quelqu'un que je connaissais et qui a fait de terribles choix. C'est sain. Et toi? Tu penses à Dylan? J'y ai réfléchi. Pas vraiment. Parfois, je me souviens de choses de notre enfance, avant qu'il ne devienne ce qu'il est maintenant. Mais la personne qu'il est devenu, elle ne me manque pas. Je ne le hais plus non plus. Il est juste sorti de ma vie. Nicole est restée à Cleveland mais est restée très discrète. Elle avait perdu sa licence d'assurance de manière permanente après la conclusion de l'enquête d'État. Elle a trouvé un emploi de responsable de bureau dans un petit cabinet d'avocats, gagnant environ $45 000 par an, moins de la moitié de son salaire précédent. Elle remboursait égal. Aimant toujours les $15 238 qu'elle devait à Midwest Insurance par mensualité. Vanessa l'a vu une fois, environ 8 mois après le mariage, lors d'un événement de réseautage professionnel. Elle avait l'air fatiguée, m'a raconté Vanessa après. Elle avait pris du poids. Ses cheveux n'étaient plus coiffés comme avant. Elle était là, représentant un petit cabinet d'avocats. Quand elle m'a vu, elle a eu l'air de vouloir disparaître. Nous avons échangé un regard pendant peut-être 2 secondes, puis elle s'est retournée et est partie rapidement. Comment cela t'a-t-il fait sentir? Honnêtement, rien. Je n'ai pas ressenti de colère, de sentiment de vengeance ou de tristesse. Juste rien. Elle est une étrangère pour moi maintenant. Nous n'avons jamais eu de nouvelles de Nicole directement non plus. Aucune tentative de me contacter. Aucun effort pour se réconcilier ou expliquer. Elle a simplement disparu de ma vie aussi complètement que si elle n'y avait jamais été. Parfois, les gens me demandent si j'ai l'impression d'avoir gagné. La vérité est que je n'y pense plus en ces termes. Dylan et Nicole ont détruit leur propre vie par leur choix. J'ai juste fait en sorte que la vérité éclate et qu'il y ait des conséquences. Ce que j'ai gagné, c'est ceci, une vie bâtie sur l'honnêteté au lieu des mensonges. Une partenaire qui valorise la loyauté parce qu'elle sait ce que la trahison coûte. Des amis qui ont prouvé leur valeur au fil des décennies, pas seulement par des mots. Dylan a un jour dit à Vanessa, « J'ai été un idiot d'aller en prison pour protéger mon père. » Il disait que la loyauté était pour les dupes. Dylan a choisi les raccourcis. Il a fini seul dans un autre état, remboursant l'argent qu'il avait volé, occupant un emploi qu'il déteste probablement. J'ai choisi le chemin le plus difficile et je me suis retrouvé avec tout ce qui compte vraiment. Voilà la différence entre nous. C'est pourquoi, au final, j'ai gagné.